Bonjour à tous. Je m'appelle Augustin, je travaille chez Comet depuis 1 an et demi en tant que data analyst à la base, mais aujourd'hui je travaille sur les roll-ups comme vous pouvez le constater. Vous devez savoir que chez Comet on a un jeu vidéo on-chain et que faire tourner un jeu vidéo on-chain ça coûte beaucoup d'argent. Notre jeu tourne actuellement sur Polygon et il a été question à un moment de migrer ce jeu vers un roll-up. Et mon CTO est venu me voir et m'a demandé combien ça coûterait de faire tourner ce jeu sur un roll-up. Et j'ai cru naïvement que cette question était facile à répondre, et en fait beaucoup moins que ça. Et il se trouve que les roll-up Optimism, comme Optimism et Arbitrum, ont des façons de calculer les frais de transaction très différents. Et je vais vous expliquer du coup un peu l'histoire du jeu Comet et comment nous sommes arrivés à prendre la décision de migrer vers un roll-up. Je vous expliquerai après dans les grandes lignes comment fonctionne un roll-up comme Optimism et Arbitrum, et je vous expliquerai avec plus de précision après comment les frais de transaction sont calculés sur ce genre de roll-up. Après, je vous expliquerai une implémentation d'un DAC qu'on a fait sur Optimism, et donc forcément la modification du calcul des frais de transaction pour prendre en compte cette implémentation. Et enfin, je vous parlerai de la solution qu'on a choisie pour notre prochain jeu. Donc Comet, ça commence en 2021 avec un jeu entièrement on-chain où toutes les actions des joueurs sont faites on-chain sur Polygon, à une époque où le coût d'utilisation de Polygon était particulièrement faible, notamment le Matic était très très bas et le nombre de transactions sur Polygon était extrêmement bas. Donc pour les joueurs, c'était assez rentable de jouer, surtout c'était une époque en début 2021, play to earn, donc il fallait que les joueurs puissent gagner de l'argent. Sauf que quelques mois après, le réseau explose. Et pour les joueurs, ça devenait plus compliqué de gagner de l'argent. Déjà, il y avait une player base de plus en plus importante, donc le reward par joueur était de moins en moins important. Et surtout, le coût du Matic et le gas price explosaient, ce qui fait que le coût pour jouer au jeu était hyper important, et les joueurs ne gagnaient plus d'argent. En 2022, on a sorti un nouveau jeu, toujours sur Polygon, un Comet Battle, qui est en fait un trading card game, où il y a moins d'interactions on-chain, mais il y a quand même les assets. Donc vous avez des vaisseaux qui sont un peu votre personnage. Vous avez les cartes qui sont des NFT et vous avez aussi des crafting ressources qui sont des ERC20 qui servent à crafter des cartes. Donc en fait, à chaque fin de partie, le gagnant d'une partie contre un autre joueur recevait des rewards, et cette transaction est sponsorisée par Comet. Mais malheureusement, le coût de cette transaction était toujours trop important. Par exemple, on avait un système de location de vaisseaux, et le locataire pouvait prendre une partie des rewards et le propriétaire prenait une autre partie, ce qui faisait que les transactions des rewards étaient assez importantes avec beaucoup de transferts de RC20. Et ça nous coûtait à un certain moment quasiment 10 centimes par partie gagnée. Pour un jeu où il y a quasiment eu plus de 500 000 parties, ça a commencé à revenir extrêmement cher pour nous de maintenir ce genre de jeu. Et enfin, nous allons bientôt sortir une version redesignée de Comet Battle qui s'appellera Cosmic Battle. Et on a pour objectif de le déployer sur un roll-up. Donc, les roll-up comme Optimist et Arbitrum fonctionnent de cette manière. Quand vous payez une transaction sur Ethereum, vous avez deux principaux coûts, qui est le coût d'exécution de la transaction et le coût de la data availability. Si je devais prendre un exemple, par exemple, si vous voulez faire une transaction qui serait l'addition de 1 et 2 sur Ethereum, le coût d'exécution serait le calcul de 1 plus 2, et le coût de la data availability serait les paramètres de cette addition qui seraient 1 et 2. La majorité du temps, la grosse partie du coût d'une transaction sur Ethereum correspond à l'exécution, mais vous pouvez quand même avoir des transactions où la data availability est très importante. Typiquement, lorsque vous mettez un NFT en vente, vous avez dans les paramètres de la transaction tous les paramètres de cette mise en vente et c'est le coût le plus important dans cette transaction. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur OpenSea, quand vous mettez en vente un NFT, la majorité du temps c'est des ordres off-chain. Vous avez juste à signer une transaction et cette transaction n'est plus exécutée par le réseau. Ce que fait Optimism et Arbitrum, c'est qu'ils décalent ce coût d'exécution sur le roll-up, mais gardent la data availability sur Ethereum. Ce qui permet d'économiser des coûts sur l'exécution parce que l'exécution est faite sur le roll-up avec un gas price qui est extrêmement bas.
Donc, sur un rollup, quand vous faites une transaction sur le rollup, les blocs sont validés petit à petit, et au bout d'un certain moment, toutes ces transactions qui sont passées sont concaténées, compressées et envoyées sur le L1 avec une transaction qu'on appelle une batch transaction. Cette batch transaction, elle a une limite de maximum 9,5 mégaoctets de data pour que ça puisse rentrer dans un bloc sur le L1. Du coup, quel est le coût d'une transaction sur Optimism? Vous avez deux principaux composants. Vous avez l'execution fee qui est calculé sur le rollup avec le gas price du rollup. Donc vous avez un gas price extrêmement bas. Ça suit le même principe qu'Ethereum avec le IP 1559. Et les fees sont collectés par Optimism. Et vous avez du coup un deuxième composant qui est le L1 data fee, donc qui va être le coût, la cotisation que vous devez faire pour la publication de la data de votre transaction sur le L1. Et ce L1 data fee, il a comme paramètre, il est calculé d'une manière, il prend la taille de la data de la transaction, le prix du gas price sur le L1, et ce fee est directement ponctionné de votre wallet par le réseau Optimism. Si vous regardez sur un Explorer, l'Explorer d'OpenMainet, et vous regardez un peu le détail des gas fees, vous avez la transaction fee totale ici. Vous avez après le gas price, le gas limit, le gas fee, un truc assez classique de l'EIP 1559. Mais après, vous avez des nouveaux champs qui sont le L1 fee paid, donc c'est le fee total que vous avez payé pour la publication de votre data sur le L1. Le gas price du L1. Donc le gas price du L1, il est mis à jour à chaque bloc du rollup. Le gaz used par la transaction, donc en fait on calcule le gaz que ça consommerait pour publier la data sur le L1. Et il y a le L1 fee scalar qui est en fait une variable déterminée par Optimism qui permet de baisser le coût de la transaction pour vous. Il ne précise pas exactement comment est calculée cette variable, mais on peut prendre par toute logique que ça comprend une partie de la compression qu'ils arrivent à avoir et une petite marge qui s'octroie. Pour calculer donc ce L1 data fee, on prend la data de la transaction, on compte tous les octets qui sont à 0, on les multiplie par 4, et tous les octets qui sont qui ne sont pas à 0 et on les multiplie par 16. C'est exactement la même méthode sur Ethereum pour calculer le coût de la data que vous allez poster dessus. Cet data gas est après, on additionne un fixed overhead qui est à 5,88 de gaz, qui a encore un coût fixe pour chaque transaction qui devront être postées sur le L1, plus le fameux dynamic overhead qui est à 0,684 déterminé par Optimism. Et enfin, une fois que c'est fait, vous avez juste à multiplier ça par le base fee d'Ethereum et vous avez le L1 data fee que vous allez payer pour votre transaction sur OpenMainet. Donc ça permet d'avoir une réduction des coûts de transaction assez importante, mais pour le gaming, malheureusement, c'est pas suffisant parce que le coût de la data est encore assez important. Et chez Comet, dans nos transactions de notre jeu, on a souvent pas mal de data qui correspondent aux paramètres de la partie, qui a été gagnée, qui a gagné, quel token ID du vaisseau qui a gagné la partie. Donc on a un coût en data encore assez important. Sur Arbitrum, c'est un petit peu différent. Il reste quand même un peu dans le même principe que OpenMainet. Il y a toujours l'execution fee, qui est exactement la même chose. Sauf que le L1 data fee, il y a quelques différences. Notamment, deux grandes différences. Le L1 gas price, qui n'est pas le gas price du L1 actuel, mais qui est une estimation qui a été faite avec un calcul que je vous montrerai après. Et le L1 data fee n'est pas directement ponctionné de votre wallet, mais il est converti en gaz L2 et vous sera additionné au total de la transaction. Donc si on regarde sur l'Explorer, on peut voir que le gaz limite, donc typiquement là c'est une transaction de transfert. Donc une transaction de transfert normalement c'est 21 000 de gaz. On voit que la personne a payé quasiment 320 000 de gaz. En fait, ce gaz supplémentaire correspond au L1 data fee qui a été converti en L2 gaz. Pour vous expliquer un peu le système qu'ils ont mis en place, à chaque fois que quelqu'un fait une transaction sur Arbitrum, le L1 data fee est envoyé dans un contrat qui s'appelle le L1 Pricer Funds Pool.
Et ce L1 Price of Funds Pool a une variable à l'intérieur qui s'appelle le solde. Et ce solde s'incrémente à chaque fois qu'un bloc est validé sur le L2 avec tous les L1 data fees. Une fois que le L2 veut envoyer une batch transaction sur le L1, et que cette batch transaction est validée sur le L1, il y a une transaction envoyée vers le L2 qui s'appelle un batch posting report, qui comprend plusieurs paramètres et informations comme le gaz utilisé, le gas price de la transaction de batch. Ces informations sont envoyées au L1 Pricer Funds Pool et déduites du solde. Donc typiquement, ils ont récupéré les L1 data fees, ils les ont cumulés dans ce contrat, ils récupèrent après ce qui a été payé sur le L1 et ils soustraient ça au solde. Et ce solde, le signe de ce solde va dépendre, va changer la suite. Si le solde est négatif, c'est-à-dire qu'il y a un déficit, et du coup l'estimation du L1 base fee qui a été utilisée pour calculer le L1 data fee va être augmentée. Et si le solde est positif, c'est-à-dire qu'il y a un surplus, ils ont moins payé que ce qu'ils ont collecté. Donc forcément, ils vont baisser le L1 base fee estimate pour essayer de toujours arriver à un solde proche de 0. Donc voilà pour Arbitrum. Malheureusement, c'est toujours pareil, les transactions fees sont toujours basses, mais pas suffisamment pour du gaming. Donc il y avait une solution qui serait la Do-It-Yourself Solution, donc une implémentation du DAC sur la stack d'Optimism. Un DAC, c'est avoir la couche de data availability qui était avant sur Ethereum et de la mettre off-chain. Pour la mettre off-chain, ce qu'on fait, c'est qu'on fait exactement comme avec Optimism, c'est-à-dire que la data de votre transaction est compressée, et au lieu d'être directement envoyée sur le L1, elle est envoyée vers un DAC, un Data Availability Committee, dont chaque membre va attester et signer cette data et renvoyer la signature au séquenceur. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est que quand le membre du DAC atteste et signe cette data, il fait la promesse de rendre cette donnée disponible à quiconque la demande. Et après, le séquenceur prend cette signature, en fait un certificat et la poste sur le L1. Donc le certificat a une taille fixe, donc le coût de la data postée sur le L1 est toujours fixe. Et ce certificat, vous pouvez l'utiliser pour le récupérer et utiliser avec l'API d'un des membres du DAC pour pouvoir récupérer la data des transactions. Vu que le coût de la data qui est postée sur le L1 est fixe, on peut modifier la formule qui calcule les transactions fees pour baisser encore plus ces coûts. Par souci de... L'objectif était de modifier le moins possible la stack d'Optimism. Et donc on a décidé de modifier qu'un seul paramètre dans le calcul du L1 data fee, qui est le dynamic overhead. Et pour modifier ce dynamic overhead, on a plusieurs informations. On sait qu'une batch transaction, ça coûte seulement 24 000 de gaz, et ce sera toujours pareil. On sait que la data maximum qu'on peut envoyer au DAC, c'est 9,5 mégaoctets. Alors pourquoi on a ça comme maximum? C'est-à-dire que si le DAC tombe, le rollup passe automatiquement dans un mode normal et poste toute la data sur le L1. Donc c'est pour ça qu'on doit garder cette limite de 9,5 mégas, c'est pour rester dans l'optique du rollup de base. On doit faire un petit calcul qui modifie, qui fait une estimation grossière de la taille de la transaction après compression. Et ça nous fait un dynamic overhead préliminaire extrêmement bas, quasiment 900 moins important que sur Optimism. Et je dis préliminaire parce qu'il y a un aspect important que n'a pas Optimism, mais que nous, on peut avoir pour des petites blockchains. C'est-à-dire que quand il y a un faible volume de transactions, il peut se passer un certain temps entre le moment où l'utilisateur paye sa transaction sur le rollup et le moment où on paye la publication de la data sur le L1. Et ça peut être dangereux parce qu'on peut se retrouver à ne pas avoir collecté suffisamment de fees pour sponsoriser ces transactions. Et donc on a décidé de mettre une limite de temps. Ce qui fait que même si on n'a pas atteint les 9,5 mégaoctets, le trigger pour enclencher cette batch transaction, on a mis une limite de temps de 600 blocs, donc ce qui est 2 heures, et, pour limiter ce risque. Et du coup, quelle est la variation maximum qu'il peut avoir sur 2 heures? C'est absolument énorme. Et on a décidé de faire une petite étude de statistique des blocs
des base fees sur les blocs. Donc on a analysé 1,25 million de blocs entre décembre 2022 et mai 2023. Et on a regardé quelles étaient les variations entre n blocs et n plus 600 blocs, la variation du base fee. On a vu que dans 99% des cas, cette variation est en dessous de 269% d'augmentation. Et pour la petite anecdote, la plus grosse variation qu'on a vue, c'est une augmentation de 25 000% en 2 heures. Donc, ça fait un peu cher. Donc maintenant qu'on sait que dans 99% des cas, l'augmentation sera en dessous de 269%, on peut juste modifier, si j'arrive à passer à la slide suivante, on peut juste modifier le calcul qu'on a vu précédemment, le multiplier par ce que j'appellerais le facteur d'incertitude, qui est du coup de 3,69, et ce qui nous permet d'avoir un dynamic overhead extrêmement bas. Pour comparer une transaction, une approve transaction sur OpenMainet, ça coûte avec un gas price, je crois, à 30 Gwei et une ETH à 2500 $. Le coût d'une transaction sur OpenMainet serait de 14 centimes et sur Comet, sur notre implémentation, serait de 2 centimes, soit 600 fois moins cher. Cette implémentation DAC a reçu un grant de la part de Optimism. Donc GG à Lagdar qui est juste là et qui est le cerveau de cette implémentation. Vous pouvez avec le QR code aller voir cette page et il y a toute l'information. Le code c'est open source et la doc en utilisant ce QR code. Et GG aussi a Ethereum France qui a reçu un grant pendant ce tour. Donc là, pour le coup, les transactions fees sont vraiment pas chères. Mais par contre, c'est encore work in progress. On a besoin de faire auditer. C'est de la recherche, donc on travaille encore dessus. Et puis entre-temps, on a été approché par Arbitrum, qui était sur le point de sortir leur Orbit Chain, donc qui sont des L3. Et on s'est dit qu'on allait tenter l'aventure avec eux. Donc aujourd'hui, notre prochain jeu, il va être release sur un L3 AnyTrust Orbit. Donc AnyTrust, c'est l'implémentation, c'est du DAC, nous on s'est beaucoup inspiré d'eux. Et le L2 serait Arbitrum One. Mais avoir sa propre chaîne, ça apporte beaucoup de défis, comme avoir un indexeur, avoir des solutions d'un-ramp, qui est extrêmement compliqué à avoir sur des petites chaînes comme ça, avoir un public RPC, etc. Et c'est des challenges que je pense que nous arriverons à résoudre d'ici peu. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup.